Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à ma série des 12 fantastiques. J'ai le bonheur d'accueillir Sylvain Didlot. Bonjour Sylvain. Bonjour à toi. Bon ben, Merci de m'accueillir écoute, sur ta chaîne. c'est merveilleux. Moi, comme je te disais hors d'entrevue, je suis un fan, donc je suis très content de t'avoir parmi mes invités. Donc en fait, je voudrais tout simplement que tu te présentes, bon, ben, d'où tu viens, dans quel environnement t'as grandi, là, brièvement. Alors, je Ouais. viens de France, hein, tu l'as dit. Je suis né dans les Vosges. Hein. Les Vosges, c'est ce qui ressemble le plus au Québec en France. Hein. Si vous voulez venir dans les Vosges, franchement, c'est la même chose au point de vue de la végétation, des montagnes, des forêts. C'est un peu pareil. Je suis né dans une ville qui s'appelle Épinal, qui est connue dans le monde entier pour les images d'Épinal. Alors, que je dis dans le monde entier, mais ça vient juste, je savais pas ce que sont les images d'Épinal. Bon, c'est des images, c'est des devinettes d'Épinal. Il fallait deviner des choses dans les images. Je suis né là-bas il y a presque 50 ans maintenant, tu te rends compte? On vieillit, Hmm. comme dirait l'autre. Dans une famille, j'allais dire modeste, hein. Mon père était boulanger, ma mère était femme au foyer. On était une famille de 4 garçons, où je suis dans les 2 derniers avec un frère jumeau. C'est pour ça que je dis, j'ai commencé tout petit. Parce que quand t'es jumeau dès tout petit, on te demande si tu as des dons, des capacités, etc. Donc on a travaillé ça très petit. Et voilà, de manière générale, mon milieu familial, c'est celui-là. Donc, père boulanger, mère femme au foyer, 4 frères, Hmm. au cœur des Vosges. OK. Puis quelle sorte d'enfant t'étais quand t'étais petit? T'étais-tu quelqu'un de, on dire, peut-être plus On réservé ou... était, on était pas, on était un peu comme les autres, j'allais dire, hein, dans la bonne moyenne, plutôt introverti, parce qu'encore une fois, je t'ai dit, mon père était boulanger, donc en fait, le jour, fallait pas faire de bruit, parce qu'il dormait, lui, pendant que nous, on était debout. Et donc, du coup, ben, on a appris à se taire. On a appris à. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle vite. Ouais, c'est resté dans la psychogénéalogie le fait de parler vite pendant que tu as le droit, parce que tu auras peut-être bientôt plus le droit. Et globalement, je sais même plus quelle était ta question, en gros, mais non, Ouais, plutôt OK. introverti. Voilà, plutôt Ouais. introverti, plutôt renfermé. On nous demandait tout le temps un peu de rester à notre place, mais c'est aussi normal. Dans une famille, on est beaucoup et où, encore une fois, il faut pas faire trop de bruit. Contexte normal, hein. Voilà, j'ai fait mes études tout à fait normalement. J'étais dans la moyenne partout, tout le temps, jusqu'à un certain moment où je suis un peu monté dans mes études. Des études que j'ai fait un peu partout d'ailleurs, en coin là où j'habitais, on va dire. Mhm. Et je sais pas comment. Le collège en France, c'est pas le collège ici, donc on peut pas comparer le collège et le collège. C'est le collège, l'autre c'est le lycée. Le lycée chez vous, c'est le collège. Enfin, on va pas inverser. On va dire que mes études supérieures, par contre, m'ont amené à être un peu plus, j'allais dire premier de la classe, mais parce que je me suis un petit peu renfermé dans les bouquins, dans l'apprentissage, et je crois que j'ai passé la moitié de mon enfance à lire des Sciences et Vie, qui était une revue qui paraissait en France et qui faisait le point sur l'état de la science dans le monde entier. Donc j'étais tout sauf quelqu'un qui croyait aux fantômes, au monde des morts et tout ça. Et le premier qui me parlait de ça, je disais ça existe pas, c'est n'importe quoi. Enfin, je faisais mon mini scientifique et j'ai fait des études. Alors mes études elles sont particulières parce que ma mère, arrivée à un certain moment, elle voulait qu'on ait un métier dans la vie. Bon, moi, je lui ai dit si tu veux. Et été dans un lycée d'éducation professionnelle où j'ai choisi avec un crayon ce que j'allais faire. J'ai lâché le truc dans ce que faisait le programme de ce que faisait l'école. J'ai lâché, c'est tombé sur tourneur-fraiseur, tu vois. Donc, j'ai fait des études, un CAP, un certificat d'apprentissage de tourneur-fraiseur, d'opérateur régleur en système d'usinage, commande numérique, ouais, c'était sympa. Donc, je suis sorti de là, je me suis dit les commandes numériques, ça me plaît bien. J'ai voulu me réorienter vers l'informatique de manière générale, mais tu pouvais pas. Alors, je suis passé par un bac de dessinateur industriel. Donc, j'ai appris à faire du dessin et de la construction mécanique, donc à comprendre comment fonctionnaient tous les systèmes mécaniques qui sert toujours, hein. J'ai à peu près tout réparé, ça peut être sympa. Mhm. Euh, Parce qu'on faisait aussi de l'électricité, de l'informatique, de l'électronique un petit peu. Puis après, j'ai fait un brevet de technicien supérieur en informatique industrielle. J'appuie sur le bouton, la fenêtre s'ouvre. Je résume, mais en gros, c'est ça. Ouais. Donc tu vois, j'ai fait ça et puis là, par contre, j'étais plutôt bon.
plutôt dans les premiers de la classe, parce que quand j'aime quelque chose, je lâche rien, j'essaye d'être dans les premiers. Pas très occupé par les copains, les amis, les filles, tout ça, c'était pas mon truc. Elle était plus tard, hein, sur tout le monde. Mais dans cette époque-là, non, j'étais plutôt concentré. Et donc mes études s'étaient arrêtées temporairement, donc avec ce diplôme d'informatique. J'ai travaillé pour quelques sociétés, une qui vendait des turbos, l'autre qui vendait de la climatisation, où je m'occupais aussi en fait de gestion de stock dans ces trucs-là. C'est un peu compliqué. Et puis j'ai travaillé quelques années comme prof d'informatique dans un établissement. J'ai fait ça pendant 2 ans. Puis j'ai été directeur informatique pendant 17 ans d'une clinique où je suis devenu directeur informatique, mais aussi là j'ai repris mes études à la faculté. Directeur qualité, gestion des risques, un peu de juridique, en reprenant des études qui allaient avec. Donc, voilà un petit peu le parcours presque jusqu'en 2002 où je travaillais donc pendant 17 ans pour une très grosse clinique. Hein. C'est une clinique de plus de 500 lits dans les Vosges, c'est quand même un gros monstre. Où j'étais directeur qualité, juridique, informatique, gestion des risques. C'est un peu ça mon boulot. Voilà un petit peu le contexte général. Ouais, ben c'est super. Écoute, qu'est-ce qui t'a, parce que bon, ceux qui savent pas, aujourd'hui, je pense que t'es quand même quelqu'un qui a un bon rayonnement, là, qui est quand même assez connu, mais s'il y en a qui te connaîtraient pas, aujourd'hui, tu fais un travail, bon, tu fais de la canalisation, tu travailles plus dans un domaine spirituel. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à faire cette transition-là vers ce domaine-là? Alors aujourd'hui, effectivement, je suis conférencier en développement personnel, coach un peu spirituel et puis surtout channel, effectivement, c'est comme ça que les gens me connaissent le plus. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Eh ben, on remonte en 2002, figure-toi. En 2002, j'allais dire, dans mon enfance, entre guillemets, je t'explique quand même, dans mon enfance, j'ai quand même travaillé la parapsychologie avec mon frère. Donc, tout ce qui était voyance, divination, faire tordre des barres de fer par la pensée, tout ce genre de trucs, j'y ai touché. Ça marchait d'ailleurs à peu près. Ça marche toujours. J'ai touché à ça. Mais je pratiquais aussi un peu le magnétisme que j'ai appris à connaître à une époque, tu vois. Et par contre, ça m'embêtait parce que quand je magnétisais quelqu'un, je perdais de l'énergie. C'est chiant. Alors, en 2002, je me dirige vers une pratique qui s'appelle le Reiki, où je passe les 3 niveaux de Reiki, donc jusqu'à la maîtrise, etc. Enfin, à l'époque, il y avait 3 niveaux. Maintenant, ils sont en 2 doigts de nous en inventer 4 ou 5, hein, histoire d'augmenter le pognon, pourquoi pas. Mais à l'origine, il y avait quand même que 3 niveaux, c'était 1, 2 et maître. Bon. Le souci, si tu veux, c'est que et si j'apprends le Reiki, c'est tout simplement, c'est pour pas perdre mon énergie, c'est-à-dire prendre une énergie et la donner, mais pas perdre la mienne. C'est méchant. Sauf que mon dernier maître de Reiki, qui est Michel Blanc, en France, à Verdun, ville connue, mais pour la guerre, pas tellement pour elle, eh bien, elle était Canal. Elle est Canal, d'ailleurs. Moi, à l'époque, je connaissais que Canal+, ou Disney Channel. C'est le seul truc qui, voilà, c'est pour ce que c'était, moi. Un mec qui entend des anges, je l'aurais été, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, je vais t'expliquer après. Je l'aurais envoyé voir un psy. Donc, j'ai été voir un psy, moi, je vais t'expliquer ça. En fait, le soir où je fais ma maîtrise de Reiki, je rentre chez moi et j'ai mon ex-femme à l'époque qui commence à me parler avec une voix d'outre-tombe en disant, je vais te tuer. C'est sympathique. Je suis rentré un peu tard, je vais me tuer, je suis peut-être pas obligé quand même. Oh, et puis après, elle me dit, non, il y a quelqu'un qui est au bord du lit, il y a une femme, machin. Elle était possédée, alors qu'elle croyait en rien. Hein. Donc, je te dire que depuis, elle s'est calmée. Hein. Mais ça calme. Donc, je pratique un truc qui s'appelle la flamme violette et je la libère, et puis ça saute sur un de mes enfants, un autre de mes enfants, peu importe. Je te la fais courte, hein, parce que ça peut être un peu bizarre comme histoire. Le lendemain, je pratique un espèce de rituel qui s'appelle rituel de désimplantation par rapport à ce que m'a dit mon maître de Reiki. Et puis, je commence à demander, à appeler des aides, de guides et d'anges. Je commence à citer des noms. Et parmi les noms, il y en a un qui s'incruste et dit, ça s'appelle l'archange Michael. Et à un moment, ça dit, et Astrea, qui n'était pas dans le texte. Hein. Astrea, pas dans le texte. Alors, je commence à me dire, pendant le pied, tu vas appeler le capitaine Flamme, quoi, n'importe quoi. On est où? Tu viens dingue. Alors, je fais le rituel qui dure quand même une bonne demi-heure. À la fin du rituel, tu remercies tout le monde. Et je recommence, je remercie l'archange Michael et Astrea. Et je m'entends dire, et Astrea. J'étais assez porté pendant que je faisais ce rituel-là. À l'époque, je prends mon bon vieux modem 56K, je sais pas si tu te souviens de l'époque. Oui. L'image arrivait comme ça.
Ouais. Et on était déjà content d'avoir ça au village. Et je m'aperçois que Astrea était un être de lumière qu'on appelle un Elohim. Un Elohim, c'est une catégorie d'ange, qu'elle existe bel et bien et qu'en plus, son travail, c'est d'éloigner les entités un peu maléfiques de toi. Bon, belle coïncidence. Donc, j'en parle à mon maître de Reiki qui me dit, Sylvain, j'ai bien senti quelque chose d'assez rare chez toi, particulier. Bon, plus d'autres choses, mais bon, on va regarder. Mais elle me dit, t'es Chanel. C'est là que je dis, c'est quoi ce bordel? Donc elle me dit, je vais t'envoyer des cours pour comprendre ce qu'étaient les anges, les guides. Bon, elle m'a envoyé des cours, mais je te cache pas que j'ai rien appris dans les cours. J'ai juste commencé, je vais t'expliquer après, à taper des textes comme ça sur ma machine. Et effectivement, je obtenais des textes un peu étranges. Mais quand même, en attendant, euh, je vais quand même voir un psy, parce que je travaillais dans une clinique en 2002 déjà. Donc je vais voir les psys, j'ai dit, ça y est, je suis pas en sucette là. Je sais pas comment t'expliquer, j'entends des voix. Et généralement, c'est pas bon signe, ça sent la schizophrénie. On passe un tas de tests avec plusieurs psys, 2, 3. Il y en a un, il était pas psy, il était psychiatre, il était pas psychologue. Mais en gros, la réponse, c'est, bah, t'es pas plus névrosé que tous les Français, en gros. Mais ça va, t'es pas dingue. Oui, mais j'entends quand même des trucs, les gars. Se poser 2, 3 questions. Alors, j'entends pas comme toi t'entends ma voix. C'était une pensée qui se superposait à ma pensée. C'est-à-dire des pensées que je savais je sentais que ça pouvait pas venir de moi. C'était trop brillant. Je ne vais pas être vache, je ne vais pas me réduire, mais quand même, c'était de haute voltige, les trucs que je recevais. Et bon, bah, j'ai dit, bon, bah, si, il m'a dit, ce qui te fait pas de mal peut te faire du bien. Donc, globalement, si tu te sens mieux après avoir tapé des textes, fais-le. Alors, je précise que oui, je me sentais mieux parce que, et c'est encore le cas aujourd'hui, quand j'ai un message important à recevoir, j'ai mal la tête. Ouais. Et tant que j'ai pas tapé le message, j'ai mal la tête. Donc, le j'ai mal la tête chez moi, c'est vraiment you are the new mail. C'est vraiment, il y a un message dans la boîte aux lettres, il faut que je le prenne, quoi. Ouais. Pourquoi c'est même pas dans le moment présent. C'est-à-dire qu'au moment où je prends le message, il est déjà là. Et finalement, je me contente, c'est comme si je le lisais et que je tapais en même temps. Je déroule le truc en même temps. Je commence à taper des textes et je reçois tout un enseignement d'un guide qui dit s'appeler Saint-Germain, d'Astrea elle-même, qui commence à me parler, à m'expliquer ce que sont les êtres de lumière, à quoi ils servent, ce que c'est que la flamme bleue. Alors à l'époque, moi j'ai l'impression, comme le font les jeunes aujourd'hui qui découvrent, que j'ai trouvé Wikipédia, quoi. Je commence à poser toutes les questions possibles et imaginables, et pourquoi ceci, et qui a tué Kennedy, et tout le bordel. Hein. Ouais, Là, ouais. j'ai posé toutes les questions. Alors, je te rassure, enfin, je me rassure moi, il répondait pas à tout. Je sais toujours pas qui a tué Kennedy, à part que je sais que c'est pas Lee Harvey Oswald. Ils me l'ont dit, c'est pas celui qu'on vous a dit, mais ils m'ont pas dit c'était qui. Ils m'ont pas fait le coup du complot par la CIA ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, parce que j'ai appris depuis quand même. Mais bon, en tout cas, je fais toutes ces questions, et puis, ben, il y a un moment, ça s'arrête, parce que quand tu poses trop de questions au guide, il se barre. Et les mecs, on n'est pas vos béquilles, quoi. On est là pour vous aider à avancer, on n'est pas là pour vous donner les réponses. Quand t'as un mec qui t'apprend à soulever les poids, tu lui dis montre-moi, il te montre, montre-moi, il te montre, la troisième fois il te montre pas, il te dit t'es gentil, les poids tu les prends et tu les soulèves. Je pourrais te dire qu'est-ce qui fait que tu les soulèves mal, comment tu peux en soulever plus, mais je vais arrêter de te montrer comment on fait, quoi. Donc ils se sont barrés, entre guillemets, et après j'en ai reçu tout un tas d'autres de guides, donc voilà un petit peu comment ça s'est développé, comment c'est arrivé. Puis j'ai appris à dealer entre mon métier de directeur qualité gestion des risques, imagine ISO 9001 hyper carré, le truc quand même qui prête pas tellement à interprétation, et puis ce monde un petit peu spirituel, spiritualiste, mais qui m'enseignait tout un tas de choses et tout un tas de valeurs pendant des années avant que je me décide à en faire un premier livre. OK, puis ça, quand bon, on va dire, j'imagine que ton entourage, comment ils ont réagi par rapport à ça, là? T'arrivais avec comme, on va dire, des nouvelles facultés, puis Ouais, ce que ça ouais, quand même... bon, mon entourage, ma femme à l'époque, elle savait déjà que je m'occupais de parapsychologie et que j'aimais ça. On en avait déjà parlé, on était assez, on parlait pas tous les matins, hein, franchement, mais on était, ça nous dérangeait pas, ça la dérangeait pas. Voilà, posez pas trop de questions, il se met dans un coin, il a mal la tête, il tape un texte, il ressort, il a plus mal la tête, ça va bien, il peut aller tondre. Hein. Donc en gros, ouais, j'avais une grosse surface à tondre, donc je te jure que j'ai passé des heures sur les tondeuses, hein, c'est pas une plaisanterie. Mais en tout cas, me disait trop rien, c'était un petit peu bizarre mon truc, hein. C'est encore bizarre aujourd'hui pour mes enfants, hein. Il y en a un des deux qui adhère parfaitement, et puis toujours que c'est un peu chelou mon truc là, bizarre. Mais globalement, c'est pas rejeté. Ma mère, alors ma mère, elle croyait que je devenais fou.
Ouais, globalement, t'entends des voix, ça va pas. Je lui dis, mais tu pries Bernadette tous les matins, elle entendait des voix aussi. Je dis, à un moment, ouais, mais elle, c'était vrai. Je dis, oh oui, d'accord. Ah, donc les anciens, c'est vrai, les nouveaux, c'est faux. Enfin, c'est un peu plus compliqué avec notre époque. Elle l'a accepté depuis, elle a bien compris que c'était pas une plaisanterie. Ouais. Euh, voilà le truc. Globalement, c'était accepté. Mais par contre, pour être sérieux, au travail, je pense qu'il y a, enfin, je bossais avec presque pas loin de 100 ou 150 personnes. Sur 150 personnes, je pense qu'il y avait que 10 personnes qui savaient que j'ai à ça. OK. On parlait pas aux autres, ils n'avaient pas à le savoir. Ouais. Mais si on en revient à toi, comment toi tu l'as accepté tout de suite, ça, cette capacité-là? Comment t'as réagi par rapport à Oui, ça? bah, c'est-à-dire qu'une fois que le psy m'a dit que j'étais pas complètement foutu, moi je me suis dit bon, pourquoi pas. Après, je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire de ce truc? C'est sympa, ça donne des réponses, ça m'illumine un petit peu spirituellement, ça m'aide à aller un petit peu plus loin, ça m'amène à des valeurs qui étaient pas forcément les miennes. Mais bon, globalement, je me suis laissé faire. Je sais pas comment te dire. Mhm. C'était là. Je me dis en faire mon métier. À l'époque, j'étais comme ma mère, quoi. C'était saltimbanque pour moi à l'époque comme métier, ça. Je veux dire, tu vas quand Mhm. même pas vivre en parlant aux anges et aux guides, quoi. Puis qu'est-ce que tu as à apprendre aux gens? Qu'est-ce que tu dois faire? Pour qui tu te prends? Je le pense encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Mais Mhm. globalement, j'ai laissé faire. OK. Là, tantôt, tu parlais justement que ça t'a mené à écrire un livre, un premier livre. Oui, alors, je sais même plus en quelle année je l'ai écrit celui-là, mais ça s'appelait Méthode d'écoute du divin en soi. Je crois qu'il date de 2009. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire les questions que je posais aux guides, j'ai commencé à les rédiger. Parce qu'ils ont commencé à me dire, tu vas écrire un livre. Ouais. Alors attends, ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je parle bien le français, mais j'écris très mal le français. C'est-à-dire que je fais une faute tous les 3 mots. L'orthographe et moi, on n'a jamais été copains. Heureusement, ça s'entend pas à l'oral. Et Mhm. encore, je fais des fautes de OK. grammaire. Mais Mhm. globalement, je dis, attends, je fais une faute tous les 3 mots et tu me dis que je vais sortir un livre. Alors j'ai pris ce deal avec les guides. Je leur ai dit, OK, on écrit le livre, mais pour l'éditer, vous vous démerdez. Vous vous débrouillez. Donc j'ai créé un livre avec toutes les questions que je me pose avec eux. Pendant 2 ans, j'écris ce bouquin. Et c'est drôle parce que les gens, quand ils le lisent, ils ont l'impression qu'il y a un fil conducteur. Mais il faut savoir qu'entre deux questions qui sont posées dans le livre, donc qui s'appelle Méthode d'écoute du divin en soi, eh ben, il peut se passer 2 mois ou 3 mois entre deux questions. Et il y a quand même un fil. J'ai toujours été étonné parce que moi, j'étais sur le cul de voir qu'il y avait un fil, mais bon. Mhm. Et puis au moment de l'éditer, je dis ah, et maintenant, démerdez-vous, vous allez voir. On n'est pas dans la merde. Moi, j'avais plein de copains qui voulaient éditer des bouquins. Ils ont envoyé leurs manuscrits à 90 000 éditions. Marche pas. Et moi, j'envoie ça à 2 éditions. Les premières, c'est Ariane, que je connaissais au Québec. D'ailleurs, Terre 2, qui est mon 3e livre, va sortir à la fin de ce mois-ci chez Ariane au Québec. Tu vois, finalement, j'ai quand même un livre qui est sorti chez Ariane. Et c'est Ouais. Terre 2 qui sort à la fin du mois. Mais les 2e éditions, j'envoie ça aux éditions Helios. Par un jeu de coïncidence, parce que sur un camion, c'était écrit Le soleil vous sauvera ou je sais pas quoi. Et je dis Helios, c'est le soleil, allez, on tente. Mais en gros, j'ai envoyé ça qu'au-delà. Hein. C'est tout. Hein. Et le gars de chez Helios, qui me connaît pas, il me dit je prends votre livre. Alors moi, j'étais presque à me dire merde, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et il a édité mon bouquin. Donc tu vois, c'est assez exceptionnel, quoi. Un jeu de coïncidence qui m'amène au soleil. Il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu 3, 4 avec le soleil. Et je tombe aux éditions Helios qui sortent mon premier bouquin. What the fuck. Enfin bref, au secours, qu'est-ce qui se passe, quoi. Le bouquin sort, j'en parle à personne, je continue mon boulot. Et puis voilà. Après, la question classique, c'est mais comment t'as passé d'un à l'autre, quoi. Comment je suis Oui, passé oui, c'est exactement. un peu conventionnel à la suite. Bah, il se trouve c'est pas si vieux que ça. Hein. Donc je fais des émissions quand même sur des chaînes. J'interviens dans des radios à propos de ça pendant pas mal de temps. Et puis c'est en 2000. Je commence, je trouve plus les dates moi. Alors déjà il y a un premier événement. En 2010, je fais un cancer dont je guéris, OK. mais qui m'apprend quelque chose de formidable et qui est maintenant soit t'es toi-même, soit tu meurs. Donc les gris-gris que je portais, que je mettais en dessous, je les mets au-dessus.
le costume cravate que je mettais tous les matins, parce que si tu mets pas un costume cravate en France, le docteur il te dit même pas bonjour. Donc j'ai viré le costume cravate, je les ai pas envoyés balader, je suis resté, mais je dis soit vous me prenez comme je suis, soit vous me foutez dehors. Globalement c'était ça. Bon, ils m'ont pris comme j'étais parce que je suis quand même assez compétent dans mon travail, semble-t-il. Et tu me connais, j'allais dire non, mais assez vif, c'est-à-dire que je lâchais rien, moi. Donc j'ai pas réussi à obtenir des résultats, je lâche rien. Assez tenace le Vosgien, faut savoir. Bon, bref, 2017 quand même, 2017, donc plus loin, après ce premier événement qui m'oblige à être moi-même et qui me dit, c'est là que j'ai commencé le bouquin, etc., et tout un tas de choses aussi. La clinique, elle est rachetée. La clinique où je bossais comme directeur, j'étais pas directeur, j'étais dans le groupe de direction, mais j'étais pas directeur. Dans le comité de direction, je suis pas le directeur de la clinique, parce qu'il y en a qui pensent que c'était moi qui dirigeais la clinique. Non, les gars, non. On a les compétences pour ça. Bref. La clinique est rachetée par des gens. Moi, j'étais directeur qualité et je passe de les gens doivent être heureux quand ils viennent se faire soigner ici, guéris, se sentir bien, à il faut qu'on gagne du pognon. Et c'était clairement expliqué dès le début. C'est les gens ils meurent, c'est pas grave si on a de l'argent. C'est pas prononcé comme ça, hein, je te rassure tout de suite. Mais j'ai bien compris que les valeurs c'était pas les mêmes. Et ben là, j'ai pris cette décision radicale de dire c'est sans moi. Parce que s'il y a une chose que m'ont appris les guides, c'est que tant que tu te lèves le matin avec joie pour aller bosser, tu es à ta place, Sylvain. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Hein. Mais le jour où tu y vas en reculant, tu n'es plus à ta place. Et là, j'ai compris que j'étais plus à ma place. Alors, c'est compliqué parce que je passe je suis directeur de clinique, je gagnais plutôt bien ma vie à, allez, maintenant, on va faire le saltimbanque. Hein. Ben, oui et non, parce que j'avais déjà commencé des cycles de conférences et j'avais la chance d'avoir mon directeur avant qui acceptait que les week-ends, j'allais faire des conférences un peu partout dans le monde à propos de ce dont je parle et d'autres choses. Mais là, il fallait le faire un plein temps et il fallait trouver des gens qui étaient prêts à ça. Sauf que je savais pas qu'il y en a plein qui étaient prêts à ça et que le monde commençait à avoir envie de ces connaissances des guides et envie qu'elles soient plus démocratisées parce que quand tu les reçois des guides, des fois faut traduire quoi. Hein. Quand ils te disent c'est pas important, c'est pas grave, pour un humain qui souffre et pour qui il pense, ben faut quand même traduire. Et ils ont utilisé, tu vois, le fait que j'ai été prof, donc j'ai appris la pédagogie pour apprendre un petit peu. C'est comme ça que je suis utilisé en fait par les guides. Les guides me donnent tout un tas d'enseignements qui peuvent être plus ou moins complexes, pas toujours complexes, mais des fois assez complexes. Et mon boulot consiste à décomplexifier le langage des guides et le rendre accessible à tous et tout le monde. Parce qu'en fait, c'est simple. Pas très compliqué de comprendre ce qu'ils sont en train de nous dire sur ce monde, etc. Donc à partir de là, j'ai décidé de dire, je prenais 2 clients par semaine en coaching, j'en ai pris 8 à 10, maintenant j'en prends plus que 6. Je faisais des conférences de groupe, j'ai augmenté le nombre de conférences. Les bouquins, ils m'en ont rédigé 2 ou 3 depuis, donc Terre 2 est sorti, Transincarnation est sorti, enfin il y a d'autres livres qui paraîtront peut-être au Québec dans quelques années, mais pour le moment ils sont en France. Ouais. Plus des émissions que je fais parce que j'ai une chaîne qui s'appelle Terre 2 TV. Donc globalement, voilà, j'allais dire et me voilà. Et te voilà. Puis tantôt il y a quelque chose qui m'a accroché parce que quand tu dis que tu reçois de l'information des guides, comment ça se présente? Est-ce que c'est toi qui, par une question, reçois un sujet ou c'est les guides qui décident de ce qu'ils vont te faire, ce qu'ils vont te présenter? Paradoxalement, les deux. C'est-à-dire que souvent, comme je prends des clients qui ont envie de poser des questions au guide ou à moi, si j'ai pas les réponses, je vais d'abord les chercher dans ma conscience supérieure. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais en gros, je vais chercher dans une autre partie on a tous cet état supérieur de nous-mêmes dans lequel on peut piocher. C'est pas un inconscient collectif, mais il y a une espèce de cloud où il y a des informations. Donc je pioche un peu là. Si j'y arrive pas, je vais communiquer avec un guide où je vais demander, en gros, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut m'aider à trouver la réponse, quoi. En gros, c'est ça. Et je t'avoue que j'ai pas toutes les réponses. Mais globalement, c'est les questions des gens qui sont différentes des miennes, parce que les miennes, c'est longtemps qu'ils y ont répondu, qui m'ont permis de développer un sujet, puis un autre sujet, puis un autre sujet, puis de voir ce qui intéressait les gens. Et ça s'arrêtera jamais. Hein. Et de recevoir comme ça les enseignements par petits morceaux, par bribes. Je suis pas tous les jours avec les guides, ça c'est pas vrai. Je passe pas 1 heure par jour avec les guides. Peut-être 5-10 minutes, ça c'est sûr. Mais pas tant que ça. De temps en temps, c'est, encore une fois, je t'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, c'est eux là qui me font mal la tête, et ça veut dire que j'ai un message à taper. Là, d'accord, c'est eux et je suis sous dictée.
C'est aujourd'hui, on doit vous parler de ça. Enfin, j'en sais rien, mais je tape jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Jusqu'à ce que la banque soit vide, comme je dis toujours. Quand la banque est vide, ça va mieux, je suis plus tranquille et c'est détendu. Sinon, je réponds aux questions des gens où je me mets dans un état particulier, un état modifié de conscience, à travers laquelle un guide peut parler à travers moi et dire ce qu'il a envie de dire. Ça, c'est ce que je fais dans les séances de channeling une fois par mois. Je propose aux guides de venir nous dire ce qu'ils ont à dire. Alors, tu peux demander un sujet, puis des fois, ou pas, ou leur dire, moi ça m'est déjà arrivé de leur dire surtout, vous parlez pas de ça, et ils parlent que de ça. Ouais. Ça c'est un grand classique. Mais j'ai appris à laisser passer ce qui doit passer. C'est le plus dur d'ailleurs quand t'es en channeling, c'est tu dois être prêt à tout laisser passer. Pas n'importe qui, je le précise, mais par contre, une fois que tu sais que l'entité à laquelle tu parles est une entité entre guillemets bénéfique, laisse faire quoi. Peu importe ce qui va être dit, laisse-toi faire et laisse dire. Et finalement, moi, je suis aujourd'hui en train de relayer la somme de ces enregistrements, qui sont pas non plus tous les jours, 4 heures par jour. C'est pas vrai du tout. J'ai une vie comme toi et moi. Hein. Je fais ma compta 2 heures par jour parce que c'est pas, faut faire des factures, des machins. Faut préparer des conférences sur des thématiques, préparer une émission, gérer les aspects techniques. Voilà. Pas les guides qui font ça. Non. On se rend compte qu'on est dans la matière à ce moment-là. Puis là, quand tu dis que les guides comme ça communiquent à travers toi, comme la première fois que c'est arrivé, comment ça s'est passé, là? Alors la première fois, c'était le coup d'Astrea. Tu te souviens, c'était qu'un mot. Non, la première fois, après, elle dit, je suis Astrea, je suis une enseignante spirituelle, je suis venue à tes côtés pour t'apporter de nouveaux renseignements sur qui tu es vraiment et sur l'essence de l'être humain sur cette terre. C'est une phrase à peu près comme ça. Je disais, putain, c'est bien écrit, ça. Moi, je n'étais pas un hyper rédactionnel, moi. Là, je trouvais, c'était presque de la prose, c'était assez joli. Donc, j'ai continué ce dialogue avec elle par un jeu de questions-réponses, effectivement, à l'époque. Comment je l'ai pris? Je me suis dit, écoute, si c'est ton inconscient, ça te défoule. Et puis, si c'est un guide, c'est étrange, mais c'est sympa. Je le vivais, en fait, assez naturellement. De toute façon, je gardais les textes pour moi. Je faisais de mal à personne, tu vois. J'ai fini par les mettre sur un site à une époque. Un vieux site qui doit traîner avec les fautes d'orthographe aussi, en bas. Mais un truc qui s'appelle Blogspot, je sais pas quoi. Mais bon, toujours est-il que je vivais ça naturellement. J'allais presque dire, je me débarrassais du message et on passe à autre chose. Ouais. Puis est-ce que à certains moments, est-ce que tu avais besoin de confirmation que ce que tu recevais, c'était vraiment réel? Je les ai testés. Hein. Parce qu'on se dit non, faut avoir la foi. Moi, je vous dis non. Hein. Si vous communiquez avec des guides, testez-les. Hein. Alors pour me tester, moi, ils m'ont fait des énigmes. Ils me posaient une question. J'entendais une question dans ma tête et je devais trouver la réponse. Pour être sûr que moi, je pouvais pas l'avoir. Là, c'est des trucs vraiment. C'est du genre, qu'est-ce qui fait le tour du monde en restant dans son coin? Ouais. Un timbre. Ah. Ben, tu vois, c'est du genre là. C'est pas un peu plus ésotérique que ça. Mais globalement, quand j'avais la réponse, je la trouvais évidente. Mais tant qu'il me la donnait pas, je l'avais pas. Et je la cherchais. Hein. Il y a des trucs qui me posaient des questions. J'allais sur Google, là, je cherchais les réponses, je les trouvais pas. Hein. Et quand il me la donnait, c'était une évidente et je trouvais des sites en plus. Donc je les ai testés un petit peu comme ça. Les techniques qui m'ont donné Astrea, qui m'a expliqué un système qui s'appelle la flamme bleue, qui permettait de repousser les entités et tout. J'ai été voir des gens qui étaient un petit peu attaqués par des entités parce que la période parapsychologique m'a permis de voir les auras et de s'apercevoir que dans l'aura des gens, je la vois plus tellement, je la devine l'aura, mais on voyait des choses qui avaient rien à foutre là. Donc et il fallait les éloigner. Donc j'ai pu tester avec cette histoire de flamme bleue que ça éloignait bien les entités et que la personne se sentait dégagée. D'ailleurs, on appelle ça un dégagement. La personne se sentait dégagée, se sentait plus détendue. J'ai même été jusqu'à aider une fille, je me souviens, chez elle, j'ai joué l'exorciste ce jour-là. Je te promets que c'est vrai, ce que je vais dire va paraître très étrange. Mais chez cette femme-là, tu t'endormais dans une chambre, tu te réveillais dans une chambre, dans une autre pièce, et il y avait de l'herbe qui poussait sur son carrelage. C'est très particulier. Ouais. Donc, avec cette dame-là, on a fait une espèce d'exorcisme que les guides m'avaient donné. Plus rien du jour au lendemain. Pourtant, je te jure qu'elle, la somme des phénomènes bizarres était assez exceptionnelle. Donc, tu vois, il y a eu des preuves comme ça, effectivement, par l'expérience, que ce qu'il me disait, ça fonctionnait.
mais qu'ils ils ont pas réponse à tout, ils vont pas t'empêcher de vivre les événements. Ils vont te les faire voir de manière différente. Par contre, quand c'est des combats entre guillemets ombre et lumière, là, on rigole plus, on est plutôt dans autre chose. C'est pas mon métier, hein. Je précise que je déteste faire des exorcismes. C'est pas mon truc. J'ai appris à le faire, mais c'est pas ma came parce que je te jure, tu vois des trucs bizarres. Et je me souviens, hein, à une époque, justement, quand je m'occupais de parapsychologie, j'ai joué avec des tables tournantes, hein, le Ouija. Je te jure, j'ai vu un verre se couper en trois dans le sens de la hauteur. Ma mère qui est morte aujourd'hui, elle aurait pu te dire qu'elle a eu peur pendant un an, hein. J'ai déjà vu des bougies voler et aller se placer ailleurs. Là, tu te dis, il a bu le mec. Non, Ouais. non. Il n'était pas tout seul, il y a plusieurs témoins et on voit des phénomènes assez étranges. D'ailleurs, il faut faire gaffe, hein. Quand tu es là-dedans, c'est que tu es dans l'astral, hein. Faut pas chercher la démonstration physique. Par contre, voilà, ces démonstrations morales, ces aides, parfois les guides, alors qui j'appelle les guides, hein, c'est les anges, c'est des êtres de lumière, parfois qui soient galactiques ou terriens, on s'en fout un peu. Ce qu'on appelle les maîtres d'ascension, c'est-à-dire des gens qui ont vécu sur Terre, mais qui ont eu une évolution, qui font qu'ils sont passés à autre chose. Les gens connaissent Jésus, mais il n'y a pas que Jésus. Il y en a plein des maîtres d'ascension. Maître Philippe de Lyon en France était aujourd'hui un maître d'ascension. Le curé d'Ars, le frère André, vous connaissez au Québec, avec qui j'ai eu l'occasion entre guillemets d'avoir quelques échanges. Okay. C'est eux que j'appelle les guides. Et eux me donner des renseignements parfois sur les gens ou me dire, hein, parce que quand je fais un coaching, me dire, cette personne-là, elle t'a pas dit que sa sœur l'a un peu embêtée pendant son enfance et que ça revient tout le temps. Donc moi je joue prudemment. Je dis, t'as pas une sœur? Enfin, je mets pas un panneau quand je fais des séances de coaching. Des fois, je mets pas un panneau disant c'est Sylvain, c'est les guides. Aujourd'hui, j'allais presque dire, je travaille avec eux, mais c'est pas eux qui prennent sur moi, c'est pas moi qui prends sur eux. On est dans un monde incarné, donc ils ont besoin de moi dans l'incarnation, et moi j'ai besoin d'eux pour les informations dans un monde beaucoup plus spirituel, pour avoir une vision beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, voilà, c'est mon équipe au sol, au ciel, j'allais dire. C'est mon équipe au ciel et moi je suis l'équipe au sol. Ouais. OK. Puis par rapport à ce qu'on est en train de vivre là, sur la planète là, depuis 1 an et demi environ, là, qu'est-ce que les guides nous disent par rapport à ces événements-là? Est-ce qu'en quelque part, c'est quelque chose de positif pour on est en l'éveil? 2021 et on est en pleine période de Covid. Écoute, ce que disent les guides de manière générale, c'est ils t'apprennent à voir les événements avec beaucoup plus de hauteur. Cette épreuve qu'on est en train de vivre, il y en aura d'autres après, hein. Il y aura des épreuves économiques, beaucoup de pauvreté dispersée dans le monde. Quand j'en parlais il y a 10 ans, parce que les guides m'avaient prévenu, tout le monde me disait t'es un grand malade, toi, hein. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. En tout cas, ce que je veux dire, c'est tout est utilisé pour élever notre conscience, pour qu'on retrouve ce qui est important. On est sur Terre pour apprendre à aimer. Aimer, c'est se rapprocher de l'autre, c'est se relier à l'autre, vraiment. Et donc, c'est une épreuve, ce qu'on est en train de vivre, pour voir ce qui est important. Alors, pour voir ce qui est important, la question, je fais une autre émission avant, donc j'ai l'impression que je me répète, mais c'est pas grave. Pour quitter la peur et passer dans l'amour, il faut passer par l'étape de la confiance. Et donc, les guides sont en train de nous dire, vous êtes en train d'apprendre en qui vous pouvez avoir confiance. Est-ce qu'on peut avoir confiance aux médecins? Non. Et crois-moi, moi, pour les avoir connus pendant 17 ans, ils bricolent, ils sont fantastiques, ils font des choses formidables, mais ça reste une science humaine, donc pas une science exacte. C'est pas ça plus ça égale ça. C'est pas vrai. Dans le monde médical, ça n'est absolument pas vrai. Chaque cas est un peu différent. Donc, on peut pas vraiment leur faire confiance parce que c'est pas absolu. Est-ce qu'on peut faire confiance aux religions? J'allais presque dire, là, les gens sont revenus depuis un petit paquet d'années, surtout quand elles décident de faire la guerre l'une l'autre, quand elles décident qu'elles sont plus grandes que la prochaine, ou quand elles mettent des dogmes qui disent t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Enfin, c'est très mélangé. On a cru qu'ils allaient nous sauver, ils nous ont pas sauvés. Alors, on a cru aussi pendant une époque que les politiciens allaient nous sauver, ils allaient créer un nouveau monde, une nouvelle cité merveilleuse. La politique, c'est l'art de la cité, hein. Mais on n'a plus confiance aux politiques. Donc tu vois, tu vis un monde où tu n'as plus confiance aux politiques, tu n'as plus confiance dans la médecine, tu n'as plus confiance dans la religion, tu n'auras bientôt, crois-moi, plus confiance dans les banques et dans l'argent. En qui tu peux avoir confiance? Et ça, c'est une vraie quête spirituelle. Tu peux avoir confiance en ton prochain, tu peux avoir confiance dans la communauté, tu peux avoir confiance dans ton copain qui te dit si tu as besoin, je serai là. Si c'est vrai, c'est génial et tu peux te poser dessus, te poser sur cet aspect communautaire et t'apercevoir que avant que les gens te parlent de mission toutes les 5 minutes, ils sont surtout dans la soumission aujourd'hui.
Ils sont surtout dans l'obéissance à des puissances supérieures qui ont décrété que ça, c'était le bon truc à faire et qui ont oublié que tous les individus sont tous différents et complémentaires. C'est-à-dire que c'est une vision globale qui a raison. Tu vois, dans l'épreuve qu'on est en train de vivre, si tu parles avec un mec qui travaille en réanimation, il va te dire c'est terrible, il y a des morts, vaccinez-vous tous. Et si tu parles avec une psychologue, elle va te dire mais vous vous rendez compte des dégâts psychologiques que vous êtes en train de faire? Vous vous rendez compte de toutes ces générations à qui vous avez imposé de dire, chez les enfants notamment, attention, le petit copain d'à côté, il faut pas t'en approcher, il peut être dangereux. Alors que justement, on sait que c'est la communauté qui peut nous sauver et vous êtes en train de créer la division. Donc chacun a son point de vue. Il a raison, le mec qui dit qu'il y a des gens qui meurent. Elle a raison, celle qui dit qu'on est en train de créer des malades psychiatriques dans cette situation. Ce que viennent nous dire les guides, c'est tout ça devrait vous apprendre que une bonne vision de l'existence ne peut être que communautaire, que une assemblée, que tous ensemble, religion, religaré, relié, pas les dogmes religieux, mais la religion dans son vrai sens du terme, c'est-à-dire apprendre à relier les gens, relier les choses, relier ce qui est vrai, se souvenir de ce qui est valable. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous enlève, disent les guides, pour que vous compreniez que c'est important. Est-ce qu'il faut qu'on vous enlève un bras pour que vous soyez capable de féliciter votre bras de marcher le matin? Est-ce qu'il faut qu'on vous enlève un membre de votre famille pour vous apercevoir qu'il était important et que vous l'aimiez? Est-ce qu'il faut qu'on vous coupe de tous vos amis pour vous apercevoir que sans eux, votre vie, elle est ridicule? Voilà ce que nous disent les guides. Ils nous aident en ce moment à prendre conscience de force par les événements que tout ça, c'est fait pour élever notre idée de ce qu'est la communauté, de ce qui est important, devant qui on peut accorder notre confiance et notre pouvoir. Et on peut accorder notre confiance en notre multidimension, en ce Dieu que nous sommes tous une fois qu'on est tous réunis, accorder confiance dans le fait que tous ensemble, on a les solutions, mais que chacun dans son coin, il va trouver des morceaux de solutions, mais ce sera jamais complet. On est obligé de réunir les gens actuellement. C'est une époque exceptionnelle de réunions. Moi, je vois des tas de gens qui me disent « Ah, j'ai été manifester, par exemple, la semaine dernière à Montréal, et qui me disent « Ah, mais j'ai rencontré des gens, ça fait 10 ans que je cherche quelqu'un avec qui on va pouvoir faire de la permaculture, j'ai pas de terrain. » Lui, il me dit « J'ai un terrain, mais j'y connais rien en permaculture. » Enfin, je sais pas si tu vois. Alors que l'époque semble nous séparer, la réalité, c'est qu'elle est en train de nous unir sur de véritables valeurs et des fondements qui peuvent tenir très longtemps, parce que c'est des fondements de gens sur qui on peut vraiment compter. Et on peut pas compter sur les gens qui sont tout en haut. Mais je vous promets, en cas de crise dans la vie, on peut toujours compter sur son voisin, même si vous lui avez jamais parlé, il vous aidera. Parce que la profondeur humaine, elle est profondément vivante, vibrante et aimante. C'est notre qualité à tous. Dans l'épreuve, on va s'aider, on va s'entraider. Il y a très peu de gens, c'est 1% de la population qui va profiter d'une épreuve pour tout gagner. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de l'économie virtuelle, eux ils gagnent des sous, mais dans la réalité, c'est pas le cas. C'est 1% des gens. C'est 1%. Et 99% des gens, ils sont en train de se réunir, en train de se préparer, en train de dire, vous me la faites à l'envers, ok, mais je vous promets que vous n'allez pas me la faire à l'envers longtemps. Donc, tu vois, on est dans une épreuve de conscience. Comprendre ce qui est important. Et je le répète, pour le moment, tout le monde s'est pas encore mis dans cette ouverture de conscience, mais le jour où l'argent va être attaqué, c'est-à-dire où les banques risquent de s'écrouler, où le niveau de pauvreté risque d'être à peu près le même pour tout le monde, là, la communauté, ce sera plus une hypothèse, ce sera la seule solution. Et c'est vers ça qu'on est mené, malheureusement, par l'épreuve. On n'est pas obligé de traverser une épreuve pour comprendre. C'est-à-dire, si l'humanité devient consciente naturellement de cette communauté d'êtres que nous avons à être, ça va bien se passer, on n'aura peut-être même pas besoin des épreuves. Mais s'il y a encore la séparation, on a créé le mot séparatisme dans le monde entier, je déteste ce mot, eh bien, à ce moment-là, il faudra continuer les épreuves pour continuer à faire en sorte que les gens se réunissent à nouveau. C'est pas la première fois qu'on vit ce cycle d'existence où on est obligé de passer par des épreuves pour se réunir. Oui, ben, super intéressant vraiment. Puis ça résonne beaucoup avec certaines informations que je reçois aussi, en hypnose avec certains sujets, tout ça. Puis c'est vraiment ça là. C'est un exercice qui fait en sorte qu'on est porté à se retourner vers l'unité, vers le rassemblement, comme tu dis. Ça me confirme en tout cas, du moins certaines informations que j'ai reçues aussi. Tu sais quoi, on est tous reliés à ça. Je pense qu'on est tous reliés à ça. Et que les gens, naturellement, ils sentent que c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, le seul truc, c'est ils savent pas qui, ils savent pas quand et ils savent pas comment. Mais en rééduquant cette confiance en l'autre, ça va venir. Il y a quelqu'un qui saura qui, il y a quelqu'un qui saura quand et il y a quelqu'un qui saura comment. Ouais, c'est ça. Faut juste laisser la place aux choses
de se mettre en Et place, en fait. la bienveillance, être bienveillant avec les autres. Se dire, ils ont peut-être des réponses. Même si c'est pas celui à qui j'aurais parlé hier, c'est peut-être celui qui a les réponses. Ouais, ouais. Exact. Ben, écoute, Sylvain, ça fait quand même pas mal le tour de de ce que j'avais prévu discuter avec toi. J'aimerais ça terminer sur ce livre-là, Terre 2, que je me suis procuré. Euh, Moi, à la blague, je dis c'est un livre qui se mange avec un verre de lait, mais ça prend la vache à côté pour digérer ce qu'il y a dedans. Je trouve que ça se lit, tu sais, ça se lit bien, mais il y a des concepts qui demandent quand même C'est un petit peu. bousculant. Ouais, qui est bousculant, c'est ça. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ce livre-là. Alors, Terre 2, c'est justement ce livre qui sort à la fin du mois de septembre, là, 2021, aux éditions Ariane au Québec. Parce que pour le moment, toi, tu l'as eu dans une édition française, donc ça t'a Ouais. coûté des sacrés frais de port, mon pauvre ami. Mais il existe en France aux éditions Atlante, mais Ouais. il est à paraître là aux éditions Ariane et il est même déjà en précommande. Terre 2 est un livre que j'ai reçu de la part d'un ensemble de guides. C'est pas un guide, il y avait entre guillemets des extraterrestres, des maîtres d'ascension, des êtres évolués d'un autre plan. Et c'est un peu comme si je participais à une espèce de conseil avec des gens qui, en gros, disent bon ben voilà, voilà l'état de la planète aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va devenir de cette planète dans 100 ans par rapport à toutes les autres planètes qu'on connaît, qui ont déjà connu ce système d'évolution, parce qu'on n'est pas la seule planète à vivre ce genre de choses. On n'est pas dans le premier cycle, etc. Donc on est des lapins de Garenne, comme je dis toujours, on est des petits lapins par rapport à eux. Mais bon, globalement, ce livre décrit le monde, notre Terre, dans une centaine d'années. Et je rassure tout de suite les gens en disant, on est les pionniers de ce nouveau monde et on va connaître 30 à 33% de ce qui est dans ce livre dans notre vie, dans celle-là. On connaîtra pas 100%. Mais on va connaître 33% dans les 25 prochaines années, m'ont prévenu les guides. Ils m'ont dit 25 et aujourd'hui ils me disent ça va un peu plus vite que prévu, tu vois, alors que les gens pensent que c'est en train de reculer. Eux, les guides, ils me disent non, non, on y va peut-être même un peu plus vite que prévu vers Terre 2, entre guillemets. C'est pas une nouvelle Terre, hein, c'est pas une Terre à côté, c'est la même qui évolue. Euh, Terre 2 décrit tout un tas de principes et je les ai mis au défi. C'est-à-dire que moi, je suis pas un homme politique. J'aime bien la politique, mais j'aime pas en parler parce que je sais que ça prête toujours à... C'est un peu le bazar. Donc, et puis je suis très la voie du milieu, tu vois. Donc, mais globalement, ils ont commencé à me dire bon, ben, il va y avoir des nouveaux matériaux. Donc, les deux révolutions sur Terre 2, c'est l'énergie libre et les biomatériaux. Donc, le fait que l'énergie soit libre sur la Terre sera des premiers. On va le connaître celui-là normalement. Sera un des premiers principes sur Terre 2. T'imagines une énergie libre et gratuite pour tout le monde. Que devient Hydro-Québec. Enfin bref, dont les gens vont continuer à œuvrer. Et puis des matériaux un petit peu particuliers, puisque les gens qui liront Terre 2 verront qu'il y a les extraterrestres. Les extraterrestres nous aident un petit peu, mais pas tant que ça. Ils vont pas rester. Les mecs qui se pointent, ils se barrent. Comprenez ça. Ils vont pas rester parmi nous. Mais l'idée, j'en parle un petit peu parce qu'il y a des technologies qui seront pas vraiment terrestres. Donc l'énergie libre est un des premiers points. Je dis OK. Alors après, je leur ai dit oui, mais En fait, je leur ai posé des questions au guide et je leur ai dit mais que devient la ville et l'habillement et l'éducation et la police. Est-ce qu'il y a encore besoin d'une police? Quelles sont les lois et les endroits où on va habiter et les métiers des gens. Alors un des gros trucs de Terre 2, c'est qu'on ne dira plus travailler, on dira œuvrer. Tu n'iras plus travailler, tu iras œuvrer, c'est-à-dire tu iras faire ce que tu sens de faire pour la communauté. Et la communauté t'aidera à changer de métier si c'est nécessaire, à changer de voie. L'informatique existera encore, mais ce sera une informatique qui aide, pas qui dirige et qui dit ce que tu dois faire, mais qui va aider à trouver les personnes ressources, quoi, pour y arriver. Un petit peu la sélection dans Mission Impossible au début, tac, 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 voilà ton équipe de travail, des gens qui pourront t'aider. Terre 2 est une terre, je résume, hein, c'est trop long pour en parler complètement, est une terre où il y aura 15 à 20% de la population qui sera, on appellera ça des prêtres, pas lié à une religion. Ce sera des gens qui auront des dons paranormaux et qui aideront les gens à se retrouver, à se reconnaître, à trouver l'œuvre quand ils sont perdus, à les rediriger un peu dans leur existence, à les aider à avoir des concepts, à communiquer avec leur grand-mère qui est morte, et ça se passe naturellement sur Terre 2. Tiens, je veux parler à mamie, on va parler à un médium comme on parle à un téléphone aujourd'hui. C'est vraiment différent. Hein. T'imagines quand même qu'effectivement, hein,
chamboule un peu la tête. Mhm. C'est une terre donc où les gens sont globalement heureux, où il existe entre guillemets un revenu universel, mais pas celui qu'on va connaître là, où ils vont essayer de nous avoir avec soyez des gentils citoyens et on va vous donner des sous, soyez des méchants citoyens et vous n'aurez pas de sous, parce que c'est ça qu'ils vont tenter, hein, pour une dupe quand même. Mais non, sur Terre 2, le revenu universel, c'est un droit, c'est pas un devoir. Tu as droit à, ça s'appelle des points, mais tu as droit à une vie décente, tu as droit à une maison, à un logement, c'est des droits, c'est plus des devoirs. Donc à partir du moment où tu sais que tu as une maison, où tu sais que tu vas être nourri quoi qu'il arrive, tu vas être nourri, où tu sais que globalement, si tu as besoin d'une ressource, elle va t'être apportée de proche, hein, de local. Par contre, si tu veux des bananes du Maroc en plein hiver, là, tu vas commencer à dépenser de l'espèce d'argent qui existera. Mais si tu le prends en local, ce sera gratuit. La communauté, à travers ce qui va s'appeler des associations, les associations vont venir remplacer toutes les structures administratives qu'on connaît aujourd'hui. C'est des associations qui vont gérer tout ça. Mais dans un monde, entre guillemets, qui sera passé par une espèce d'apocalypse, c'est obligatoire qu'il y ait des gens qui se réunissent et qui vont œuvrer dans un domaine particulier. Alors attention au mot apocalypse. Hein. Apocalypse, ça veut dire révélation. Hein. Ça veut pas dire tout s'écroule, on est foutu. Attendez, hein. Détends. Hein. Voilà un petit peu les principes et les schémas. Beaucoup de gratuité, beaucoup de droits, un peu moins de devoirs. Et tu sais, les gens, si tu les payes, quoi qu'il arrive, ben, contrairement à ce qu'on croit, tout le monde se dit les gens sont feignants, si tu les payais, ils feraient rien. C'est pas vrai. Ils feraient ce qu'ils veulent, par contre. Ils feraient ce qu'ils aiment. Ça, c'est vrai. Et croyez-moi, la nature est bien faite. S'il y a des gens qui ont envie d'être maçons, il y en aura d'autres qui auront envie d'être charpentiers, il y en aura d'autres qui auront envie de faire de l'électricité, il y en aura d'autres qui auront envie de s'occuper d'informatique, il y en aura d'autres qui auront envie de s'occuper, je sais pas quoi, de la campagne. Et ça va être naturel. Et dans un ordre naturel, chacun trouve sa place. Aujourd'hui, on décide, toi, t'es bon pour ça, toi, t'es bon pour ça, toi, t'es bon pour ça. On te demande pas si t'as envie de ça. On te dit que t'es bon pour ça. Donc, s'il nous faut un chevreuil, tu seras un chevreuil. Oui, mais moi, je suis un lapin. Je m'en fous, t'es un chevreuil. Demain, un lapin, c'est un lapin. Un chevreuil, c'est un chevreuil. Donc, tu vas retrouver ta véritable nature. Et si tu sais pas ce que tu peux faire, les guides sont là pour que, les prêtres, pardon, qui sont sur Terre, vont être là pour que tu le découvres. Ils vont pas te dire ce que tu dois faire. Ils vont t'emmener en voyage presque comme tu le fais dans une régression, en Calypnote. Ils vont t'emmener dans un voyage découvrir quel est le défi que tu t'es lancé en arrivant sur Terre. Pourquoi tu es venu? Par quoi tu peux passer? Parce qu'il n'y a pas d'obligation de passage sur cette terre. Mais par quoi tu pourrais passer? Et ça, tu vois, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est bouleversant. Il y a un moment, il faut lire le bouquin entier pour voir que ça tient debout. Parce qu'à un moment, je leur ai dit, oui, mais et les retraites? Et ils me disent, mais les retraites? Quelqu'un qui fait ce qu'il veut dans la vie, qui a droit à un salaire, qui travaille ou pas. Il est où? De quoi tu me parles? C'est quoi la retraite? Ouais. Eh oui, mais s'il en veut plus, ben oui, mais sur Terre 2, il y a un principe qui est que tu n'as pas le droit de gagner plus de 5 fois le salaire minimum, entre guillemets. Et c'est vrai que si dans la vie, aujourd'hui, tu limitais à 5 fois le salaire minimum, tu aurais pu des extrêmes riches qui voudraient le pouvoir et des très pauvres qui attendent tout. Non, c'est pas vrai. Tu aurais un peu plus que les autres, c'est vrai, mais pas non plus sur Terre 2, avoir une villa avec du marbre arraché dans la nature, c'est interdit. Hein. C'est peut-être joli, hein. Peut-être qu'on fera des temples communautaires avec ça, mais on fera certainement pas des logements individuels avec ça. Parce que sur Terre 2, l'écologie est très importante. Si tu enlèves quelque chose dans la nature, tu dois le remettre. Si tu veux fabriquer une nouvelle maison, il faut que l'équivalent des matériaux d'une maison soit quelque part dans le monde, et c'est là que le système informatique mondial nous aide, il faut que ce soit recyclé. Autrement dit, on est sur une notion qui est la durabilité d'une terre, qui se reconstitue, où on ne consomme pas plus que ce dont on a besoin, mais juste ce dont on a besoin. Oui, dans l'équilibre le plus possible. Ouais, c'est tout un schéma qui est décrit dans ce livre, chapitre par chapitre, parce que là c'est dur en abrégeant pour dire oui, mais je pense qu'il faut lire l'intégralité pour comprendre le modèle. Oui, exactement. Puis moi, en fait, ce que ce livre-là m'a apporté comme information, bon, j'ai appris des choses là-dedans, mais ça m'a beaucoup confirmé certaines informations que j'ai soit reçues en séance ou que des clients ont reçues en séance, qui validaient là presque mot pour mot certains points que tu mentionnais là-dedans.
Puis Oui. j'ai fait l'exercice à un moment donné de projeter les clients dans une réalité dans 25 à 50 ans. Là, c'est à quoi ça va ressembler la Terre. Puis il y a vraiment des points en commun avec ce qui est mentionné dans le livre. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça super Et, intéressant de faire et des c'est liens. vrai que tu dois être un bon hypnotiseur, parce que si tu les envoies dans le futur sans les envoyer dans leur peur, parce que si tu les envoies dans leur peur, ils vont te décrire un monde apocalyptique, mais Mhm. si tu les envoies de manière neutre, et a priori c'est ce que tu fais, effectivement, il y en a beaucoup qui, comme toi, qui pratiquent cette même pratique que je connais pas bien, mais et qui arrivent à effectivement au même résultat et qui m'ont dit mais les gens ils m'ont raconté le coup des tunnels là, parce que je parle de tubes dans des tunnels, on va voyager dans des espèces de tunnels sous vide du train, enfin bref, il y en a plein qui voient ces trucs-là. Mhm. C'est même troublant, hein, effectivement, quand Oui. tu. Moi, la première fois qu'on m'a dit mais lui il m'a parlé de ça, il m'envoie le texte, il me dit putain. Et l'autre qui me dit oui mais ça, il y a quelqu'un qui en a déjà parlé. Une fois que j'ai sorti ce bouquin, il y a plein de gens qui l'ont lu et qui m'ont envoyé des morceaux, même après que je l'avais écrit, de dire tiens, regarde, l'invention dont tu parles dans Terre 2, ça y est, elle est officielle. Et ça fait bizarre, hein. Ouais, ouais. Ça fait bizarre. Quelque part, ça vient un petit peu valider bon, Ouais. l'information que les guides t'ont pu t'envoyer. Fait que Même si, soyons clairs, hein, les guides, au début, quand on a discuté, je veux dire, dans cette table virtuelle, on dit que c'était l'hypothèse la plus probable, mais qu'il pouvait y avoir des écarts entre cette hypothèse et la réalité. D'ailleurs, tu sais, à la fin de Terre 2, on décrit quels sont les événements qui font qu'on va passer de Terre 1 à Terre 2. Les guides proposent 5 hypothèses. Il y avait une hypothèse d'ouverture de conscience, une hypothèse extraterrestre, une hypothèse qui était tous les volcans sautent, pas terrible, une hypothèse qui était une éruption solaire massive, et la troisième hypothèse, c'était l'arrivée de catastrophes naturelles un peu plus massives qu'à l'habitude, et de nouveaux virus, au pluriel, provoquera l'arrivée de Terre 2. C'est-à-dire oui. que quand j'ai écrit Terre 2, l'arrivée de ces virus tels qu'on est en train de le vivre, et tu as remarqué les catastrophes naturelles en ce moment, dans le monde, elles sont quand même particulièrement fortes et à des endroits qui n'ont pas forcément, bon, pas en Louisiane, j'allais presque dire ils ont l'habitude malheureusement, mais dans un tas d'autres endroits en France, par exemple, il y a des régions qui n'ont pas connu des inondations, qui ont connu des inondations en Europe. Et moi, j'ai pris ça en me disant, mais c'est comme les cloches, quoi. Hein. C'est ting, ça y est. L'événement qu'ils m'ont annoncé, c'est-à-dire l'arrivée de catastrophes naturelles successives un peu plus qu'à l'habitude, plus l'arrivée de nouveaux virus, annoncera l'arrivée de Terre 2, Mhm. avec les guides aussi qui travaillent, parce qu'ils expliquent aussi dedans, soyons clairs, qu'un tiers de la population pourrait disparaître à la fin de cette grande épreuve que nous sommes en train de vivre. Mais ça, encore une fois, ça n'est qu'une hypothèse, donc détendez-vous. Oui. Le travail des guides, c'est aussi d'élever notre conscience pour éviter ces départs massifs. Oui, oui. Puis aussi, il y a le fait que l'humanité collectivement prend des décisions qui vont influencer son parcours. Hein. Ça fait que Ouais. c'est ce que je comprends aussi à travers ce que tu dis. Le monde sera dirigé de manière locale par des espèces d'assemblées locales et de manière générale dans le monde entier par des sages. Et on appellera sages des gens qui ont fait preuve que ce qu'ils disent fonctionne déjà. Pas des politiciens qui arrivent avec yaka faut que suffit d'eux, soyez tous comme ça et vous verrez ça va aller mieux, alors qu'en fait par rapport à l'époque qu'on est en train de vivre, quelles que soient les décisions qui ont été prises les politiques, je suis désolé mais le virus il en a fait qu'à sa tête. Ouais. Les endroits très vaccinés connaissent la même courbe que les endroits où il n'y a pas de vaccin. Arrêtez. Vraiment. Et les sages sur Terre 2, c'est des gens qui ont déjà démontré que ce qu'ils sont en train de dire fonctionne vraiment et pas qu'on est dans une hypothèse de travail. Donc quand on est dirigé par des gens qui n'ont pas une vision de ce qui pourrait être fait, mais qui pourront relayer une expérience déjà faite, oh bah ça va changer deux, trois trucs quand même. Oui. Puis Ouais. j'ai bien aimé dans ton livre aussi de la façon que, on va dire, exemple, je pense que tu donnais l'exemple de, on va dire, un maire dans un village. De quelle façon il va être sélectionné. Ah, mais là, il y a une technologie particulière. Parce qu'en fait, sur Terre 2, ça se passe un peu comme dans l'intraterre, pour ceux qui connaissent ces phénomènes-là, mais euh, imagine, tu as une aura particulière. Et ton aura, elle détermine ton caractère et ta personnalité. Eh bien, pour élire le maire d'un village, on va scanner l'intégralité des gens qui habitent dans ce village en termes d'aura. Et donc, tu obtiens, j'allais dire, un mélange de couleurs et tu obtiens une sorte de couleur moyenne, je résume. Mhm. Mais le maire qui sera élu sera celui qui, dans sa propre aura, aura l'aura qui correspond le plus à la somme des individus de la ville ou du village. Donc, en gros, c'est la similarité énergétique avec les gens qui habitent le village qui va déterminer qui est maire. Pas un vote, mais la similarité énergétique. La signature énergétique de quelqu'un va déterminer
s'il va être élu ou pas. Oui. C'est beaucoup différent. Et ça se passe bien parce que on peut être abusé. Tu peux avoir un très bon maire mais qui sait pas se vendre aujourd'hui et personne va voter pour lui, ou un mec qui aura 10 milliards de pognon qui va distribuer des pins qui sont de toutes les couleurs à tout le monde et les gens vont voter pour lui alors qu'il sait rien faire. Mais là, quand c'est l'aura, la vraie connaissance, la vraie énergie de ce qu'il est, ouais, c'est différent, on est d'accord. C'est un peu comme si c'était une signature énergétique qui valide le fait que tu sois élu et pas les Yakafoke ou les images théoriques. Oui. Ouais, vraiment. Super intéressant. En tout cas, je recommande à tout le monde de se procurer ce livre-là parce que ça change, je pense que ça donne justement une vision en hauteur, comme tu disais. Hein. Tu sais quoi, je lui souhaite un grand succès au Canada parce qu'on a dit avec Marc Vallée des éditions Ariane que si jamais il était bien vendu au Québec, on allait le diffuser aux États-Unis, ce livre. Okay. Et là, je me dis, ce serait bien parce que vraiment, je pense que ça pourrait changer le monde. Ça changera pas ma vie, hein, parce que sur un livre, je gagne $1, donc c'est bon. Mais par contre, ça pourrait changer le monde. Parce que t'imagines, si tu répands cette idée de Terre 2 un peu partout, en France, il y a des tas de gens, je crois que tous les 3 jours, il y a quelqu'un qui m'écrit parce qu'il voudrait créer une association qui s'appelle Terre 2. Je refuse, hein, parce que je peux pas mettre mon tampon dessus si les mecs, 3 ans plus tard, ils commencent à violer des gamines. Hein. Ce que je veux dire, je ne sais pas ce que ça va devenir, donc je peux pas accepter de mettre une espèce de caution sur ce que je connais pas. Donc je dis créez votre truc, mais donnez-lui votre nom à vous. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des tas de gens qui créent des communautés et qui se servent de ce livre-là comme d'un espèce de conducteur book, de livre qui peut donner des principes qui serait bien d'appliquer. Je trouve ça assez intéressant. Tu sais, sur Terre 2, si tu te souviens du bouquin à la fin, les lois dans ce monde, elles tiennent sur une page. Hein. Ce qu'on appelle les accords de vie à la fin, ça tient sur une page. Hein. Alors voilà, je vais en lire 2, 3. Hein. Oui. Il y a chaque conscience incarnée a droit à un revenu de points nécessaires et suffisant à une existence décente. Il y a les ressources de la planète sont inaliénables. Aucune fabrication ne peut avoir lieu sans avoir auparavant régénéré la nature de la quantité de matière extraite ou par recyclage de quantité exacte utilisée. L'énergie doit être et demeurer gratuite pour tout et tout sur Terre 2. Les échanges de services, de biens mobiliers ou de biens de consommation sont autorisés et encouragés. Chaque conscience incarnée a droit à une habitation dans le lieu de son choix. La liberté et la sécurité de tous doivent être défendues par tous. Par liberté, il est entendu de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui en parole ou en acte. C'est pas insurmontable. Ben non. J'allais dire que c'est un petit peu comme si on avait une nouvelle rédaction des droits de l'homme. Oui. Des droits et libertés. Ben oui, c'est ça. C'est quand même pas, je l'ai encore pas lu, mais ça peut ressembler à ce genre de choses. Ouais, c'est ça. On peut dire que c'est accessible. Hein? C'est pas des concepts c'est pas insurmontable. Hein? C'est ça. C'est pas insurmontable, mais c'est une sorte de base de valeur. La liberté, c'est un droit. C'est pas un truc acquis, c'est un droit. Point barre. C'est pas vous serez libre si. Pour aller au restaurant, si vous avez fait ça. Toute ressemblance avec des événements existants ou ayant existé n'est pas fortuit. Mais la liberté, c'est un droit, pas un devoir. Bien sûr que ça impose des devoirs, parce qu'on le dit encore une fois, on entend par liberté ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, il faut vraiment prouver la nuisance avant qu'on t'interdise de faire quelque chose sur Terre 2. C'est sûr, si tu vas commencer à aller faire la fête tous les soirs chez ton voisin qui n'a rien demandé, là, tu commences à nuire au respect de l'autre à côté. Donc, il n'y a pas vraiment une police sur Terre 2. Si tu as regardé... il y a une espèce d'ordre moral qui fait que les gens globalement s'entendent bien et respectent bien et qu'il y a toujours un essai de conciliation. Mais parce qu'ils se souviennent de ces règles, je veux dire, si au Québec tout le monde avait en tête la charte des droits et libertés, ce qui se passe en ce moment ne se serait pas passé. Et voilà. Voilà, c'est quand même c'est pas écrit depuis hier la charte des droits et libertés. Si les gens la connaissaient, ce qui se passe serait impossible. Impossible. Pareil pour la charte des droits de l'homme en Europe. La charte internationale des droits de l'homme, elle est bafouée toutes les 5 minutes. Si on commence pas à respecter ça, Terre 2 le respecte. Et le fait respecter. Chacun est éduqué, parce que c'est surtout une question d'éducation, chacun est éduqué à comprendre ça.
En tout cas, c'est vraiment super. Alors, Sylvain, on va s'arrêter là-dessus. Juste Ouais. avant de terminer, si tu veux peut-être donner les liens de tes plateformes sur lesquelles les gens peuvent te suivre, soit site internet ou Ah, bah écoute, compte. j'ai un site qui est très facile, il s'appelle sylvaindidlo.com, tout attaché, dans lequel il y a la retranscription justement de tous mes channelings, éventuellement certains rendez-vous. J'ai un Facebook public qui s'appelle Sylvain Didlo officiel, parce qu'il y en a plein qui ont fait des copies, donc je l'ai appelé Sylvain Didlo officiel. J'ai une chaîne YouTube dans laquelle j'interviewe régulièrement des gens du monde entier sur des thématiques un petit peu spirituelles. Le docteur Charbonnier, Chantal Rialan, Lilou, France Gauthier, notamment il n'y a pas si longtemps que ça. La chaîne s'appelle Terre 2 TV. Au début, ça s'appelait Sylvain Didlo TV. Puis je me suis dit, tiens, je vais changer le nom, je vais appeler ça Terre 2 TV parce que je ne vais prendre que des gens qui sont compatibles avec cette vision de Terre 2 TV. En fait, il y en a plein. Il y en a énormément. Et donc, j'interviewe régulièrement des gens sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Terre 2 TV. Terre 2 TV, sylvaindidlo.com, un Facebook. Voilà, on va pas multiplier. Il paraît que je suis sur Instagram, mais même moi, je le savais pas. Donc, j'ai dû mettre un truc en automatique qui doit copier les articles que j'écris ailleurs. Mais bon, voilà. Je suis pas sur, pareil sur Twitter. Je réponds jamais, j'y regarde pas. Mais, Ah. mais globalement, là où je suis, c'est Facebook, YouTube. Bon, ben écoute, super. Fait que, de toute façon, je vais joindre ces liens-là avec la vidéo. Fait que, écoute, je te Merci à toi. remercie beaucoup, Sylvain, d'avoir pris le temps de faire cette entrevue-là. Ben, je te remercie de ce moment, c'était très agréable. Et puis, bon, voilà, c'est vrai, il y a des questions auxquelles j'avais jamais répondu, donc les gens vont me Ouais, découvrir encore sous un autre angle. Égal à eux, c'est on s'aperçoit que je suis humain, je suis pas un ouais, extraterrestre. et voilà, c'est ça. Merci, Merci Sylvain. à toi. Bye.